vous ai déjà mises, et notamment si c'est des questions un peu particulières ou des contextes un peu plus précis et personnels. N'hésitez pas à envoyer un mail. Donc, on peut se demander quand est-ce qu'on se trouve dans une situation de divorce international et notamment pourquoi se poser la question. Donc, si par exemple vous êtes français et vous habitez en Suisse, ou inverse, vous habitez en France, vous souhaitez divorcer, vous allez vous demander, mince, est-ce que je saisis le juge en Suisse, là où j'habite, ou est-ce que je dois saisir le juge en France, puisque je suis français? Donc aujourd'hui, je vais tenter de répondre à vos questions et à cette interrogation, et surtout essayer de voir pour vous quel est le mieux, et en Suisse. C'est pour ça qu'on va d'abord s'intéresser aux outils permettant de déterminer quel juge sera compétent et la loi que le juge va appliquer aux différents aspects du divorce, puis les principales différences entre le droit français et le droit suisse en matière de divorce. Ensuite, on verra les clés pour anticiper ces difficultés, puisqu'on peut éventuellement les anticiper. Et enfin, on verra le divorce français sans juge et s'il est adapté ou pas dans le cas d'un divorce avec une personne suisse. Donc déjà, on va se demander dans quel cas on est dans un divorce international. Qu'est-ce que c'est qu'un élément d'extranéité? Très souvent, c'est une résidence de la famille à l'étranger ou d'un époux à l'étranger, ou alors la nationalité d'un époux ou des deux. Il faut d'abord déterminer quel est le tribunal compétent et ensuite la loi applicable. Avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de divorce, le divorce se divise en plusieurs catégories. On n'a pas une globalité de la situation de divorce. On a d'abord le prononcé du divorce, donc qui est le divorce en tant que tel, qui est plutôt l'élément administratif. Est-ce qu'on a le droit de divorcer? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Puisque vous savez qu'il faut parfois des conditions. Ensuite, on a tout ce qui concerne la responsabilité parentale, donc c'est-à-dire par rapport aux enfants, et notamment l'autorité parentale et la résidence des enfants. Ensuite, on a les obligations alimentaires, donc entre les époux. Par exemple, en France, c'est ce qu'on appelle le devoir de secours ou la prestation compensatoire. Et ensuite, les obligations alimentaires à l'égard des enfants. Enfin, on a tout ce qui concerne les biens des époux, et c'est notamment la détermination et la liquidation du régime matrimonial. Tout d'abord, on va essayer de déterminer le tribunal compétent pour chacun de ces éléments. Concernant d'abord le prononcé du divorce, il faut savoir que le juge suisse ne sera compétent que si l'un des époux réside en Suisse. Donc, soit les deux résident en Suisse, s'il y a une difficulté, vous pouvez saisir le juge suisse de votre divorce, soit le défendeur, donc c'est-à-dire celui qui n'est pas à l'origine de la demande en divorce, mais l'autre époux réside en Suisse, soit vous-même, vous qui voulez intenter une action en divorce, vous résidez en Suisse, mais alors là, il y a des conditions. Soit vous êtes suisse et il n'y a pas du tout de difficulté, soit vous n'êtes pas suisse, donc par exemple vous êtes français, et il faut que vous résidiez depuis plus d'un an en Suisse. Donc c'est notamment pour éviter que des personnes se domicilient de manière totalement ponctuelle en Suisse et saisissent le juge suisse. C'est pour éviter en fait ce qu'on appelle le forum shopping, donc éviter qu'on saisisse un juge trop facilement. Ensuite, deux époux qui sont par exemple de nationalité suisse mais qui ne résident pas en Suisse ne pourront pas saisir le juge suisse. Ça, c'est extrêmement important puisque, à l'inverse, deux époux français peuvent, eux, saisir le juge français. Donc, c'est ce qu'on voit sur le petit PowerPoint. Donc, quand on va saisir le juge français, on peut le faire sur le fondement d'un outil européen qui s'appelle Bruxelles 2 bis. Et on peut le faire si on est tous les deux français ou alors qu'on a une résidence en France ou que la résidence habituelle du demandeur est en France. Donc ça, c'est le tribunal compétent pour le prononcé du divorce. Ensuite, concernant le tribunal compétent pour la responsabilité parentale, là, c'est un outil qui s'appelle Convention de La Haye du 19 octobre 1996 que l'on va utiliser. Donc cet outil nous précise que le tribunal compétent sera celui de la résidence habituelle de l'enfant. C'est extrêmement important parce qu'en Suisse, le juge suisse ne sera jamais compétent sur un enfant qui n'habite pas en Suisse. Donc on voit bien
que l'état d'esprit en Suisse, c'est vraiment de résider sur ce territoire, aussi bien pour les époux que pour les enfants. Au contraire, le juge français pourra être compétent en tant que juge du divorce français. Il aura le droit de proroger sa compétence. Donc, c'est-à-dire que finalement, en France, on privilégie la nationalité. En Suisse, on privilégie le fait d'y habiter. Ensuite, sur les deux autres points qui nous intéressent, donc on a d'abord les obligations alimentaires. Donc là, ce sera la convention de Lugano et ce sera le juge du lieu de résidence habituel du créancier, rattachement au tribunal déjà compétent pour le divorce. Et enfin, pour le régime matrimonial, ce sera le tribunal déjà compétent pour le divorce. Donc on voit quand même que tous ces outils internationaux tendent à ce qu'il y ait une certaine homogénéisation du divorce et que finalement le même juge se prononce sur tous les aspects du divorce. Sinon, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué et ça crée des situations un peu particulières où parfois les juges ne se parlent pas. Et donc, du coup, on a vraiment des décisions qui ne sont pas toujours très raisonnables. Une fois qu'on a déterminé quel juge était compétent, il faut qu'on détermine quelle loi le juge va appliquer. Puisqu'en fait, c'est pas parce qu'on saisit le juge en France qu'il va appliquer la loi française. Et inversement, pas parce qu'on saisit le juge en Suisse qu'il va appliquer la loi suisse. Il y a des outils internationaux qui nous permettent de déterminer quelle loi le juge va appliquer. Concernant d'abord le prononcé du divorce. Donc, il faut que vous compreniez bien qu'en France, le juge français appliquera toujours la loi française aux mesures provisoires. Donc, je vous l'expliquerai là, mais les mesures provisoires, finalement, ce sont toutes les mesures pré-divorce. Donc, c'est avant les mesures du divorce définitif. Dans ce cadre-là, on appliquera toujours la loi française. Ensuite, il faut déterminer quelle loi le juge va appliquer dans le cadre des mesures définitives du divorce. Et c'est là où on va appliquer en France le règlement dit Rome 3. C'est-à-dire que le juge français va appliquer la loi de la dernière résidence habituelle des époux, si elle n'a pas pris fin depuis plus d'un an, et si l'un des époux y réside encore. Sinon, la loi de la nationalité des époux, ou à défaut, la loi du fort, c'est-à-dire la loi du juge qui est saisi. Au contraire, le juge suisse, s'il est compétent pour le divorce, il appliquera toujours le droit suisse, sauf, il existe une exception, c'est si les époux sont de la même nationalité et qu'un seul des époux réside en France. Donc, par exemple, si vous êtes tous les deux français et que un seul des époux réside en Suisse, le juge appliquera le droit français que l'on verra tout à l'heure. C'est extrêmement important puisque en Suisse, contrairement à la France, le divorce pour faute n'existe plus. Donc ce point est essentiel lorsqu'on divorce. Ensuite, sur les lois applicables concernant les autres aspects du divorce. Donc tout d'abord, la responsabilité parentale. Le juge va appliquer la loi du fort, c'est-à-dire la loi de la juridiction qui est saisie. Donc si vous saisissez le juge, il appliquera la loi suisse. Si vous saisissez le juge français qui se déclare compétent, il appliquera la loi française. Concernant les obligations alimentaires, c'est la loi de la résidence habituelle du créancier ou la loi du divorce. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si le juge suisse va appliquer la loi française pour votre divorce, il appliquera aussi la loi française pour les obligations alimentaires. Enfin, le régime matrimonial, qui est un élément essentiel, en général, pas en général, mais il y a beaucoup d'époux qui ont choisi leur loi sans forcément le savoir. Puisque quand vous faites un contrat de mariage, vous choisissez la loi de ce contrat. Donc, si vous faites un contrat de séparation de biens en France, cela signifie que vous avez choisi la loi française. Donc, si jamais les époux n'ont pas choisi de loi, alors le juge suisse va appliquer la loi du domicile commun. Donc, souvent, ce sera le cas de la Suisse, s'il est de résidence suisse. Alors qu'au contraire, le juge français appliquera la loi de la première résidence des époux après le mariage. Donc, on voit quand même que les différents outils ne sont pas appliqués de la même manière par les juges. Donc, pour tenter de vous résumer tout ça, j'ai fait un petit tableau qui vous résume la situation. Donc, un exemple, c'est deux Français qui résident habituellement en Suisse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils peuvent d'abord, on voit très bien qu'ils peuvent saisir soit le juge français, soit le juge suisse. Donc, pas sur le même fondement. Le juge français sera saisi parce qu'ils sont tous les deux français,
alors que le juge suisse sera saisi parce qu'ils ont leur résidence habituelle en Suisse. Donc, on voit très bien avec ce schéma, avec ce petit tableau, que c'est pas parce que le juge français est saisi qu'il appliquera la loi française. Par exemple, on le voit pour le prononcé du divorce, si les époux résident en Suisse, alors il appliquera la loi suisse. Donc, il n'y aura pas de divorce pour faute possible. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que on a ce qu'on appelle une course à la juridiction. C'est-à-dire que certains époux veulent saisir un juge plutôt que l'autre parce qu'ils savent qu'ils vont être avantagés par le choix de ce juge. Alors, ils se dépêchent de saisir dans ce pays-là, ce qui fait que l'autre sera bloqué et ne pourra pas saisir, par exemple, le juge suisse qui n'a pas été saisi ou le juge français qui n'a pas été saisi. Finalement, c'est le premier saisi qui est compétent. Donc, c'est extrêmement important dans un cas de divorce de se préoccuper extrêmement vite et extrêmement tôt de la compétence du juge. Donc, pour que vous compreniez un peu pourquoi je vous ai fait ce petit topo, on va voir et on va comparer les différents systèmes, donc français et suisse, et on va voir qu'est-ce qui les différencie notamment, et justement qu'est-ce qui est plutôt avantageux en France, qu'est-ce qui est plutôt avantageux en Suisse. Donc, on va d'abord voir dans le cadre de la procédure de divorce en elle-même, puisque c'est vrai que ça peut être plus facile dans un pays que dans un autre. Et ensuite, on verra sur les conséquences du divorce. Donc, sur la procédure. La procédure en France, elle est quand même assez simple. On a deux phases. On a d'abord la requête en divorce, qui est en fait une procédure orale où l'avocat n'est pas obligatoire et qui constitue, pour vous faciliter les choses, on va dire un préjugement de divorce. C'est-à-dire qu'en fait, le juge va décider des mesures provisoires qui vont s'appliquer entre les deux époux jusqu'à ce que le divorce soit définitif. Il s'agit d'une procédure orale et en fait, les époux rencontrent le juge qui les entend l'un et l'autre et ensuite qui voit s'il est possible de les concilier. S'il n'est pas possible de les concilier, il rend ce qu'on appelle une ordonnance de non-conciliation, au terme de laquelle il autorise les époux à signer et il fixe des mesures provisoires. Alors les mesures provisoires peuvent être vis-à-vis des enfants, qui aura la garde des enfants, vis-à-vis de la pension alimentaire, donc entre époux, c'est-à-dire le devoir de secours. Est-ce que l'un des époux devra payer un devoir de secours à l'autre? Ou également tout ce qui concerne la gestion des biens communs, le domicile conjugal, qui réside dans le domicile conjugal, qui doit y partir, etc. Ensuite, une fois que ce jugement est rendu, on a une deuxième phase qui est l'assignation en divorce. Et là, c'est une procédure écrite où l'avocat est obligatoire. Donc souvent, ça dure quand même un peu longtemps, ça peut durer assez longtemps, puisque le juge va fixer un calendrier de procédure où il va dire, bon bah, monsieur, vous devez rendre vos écritures pour telle date, madame pour telle date, et ça peut être assez long. Donc, il faut que l'un des principes du divorce soit acquis pour pouvoir saisir le juge, et je vous les expliquerai tout à l'heure. À l'issue de cette procédure, le juge va rendre un jugement définitif de divorce, et c'est là où les époux seront finalement divorcés. En Suisse, la procédure est différente. On a la possibilité de déposer soit une requête commune, soit une requête unilatérale. Alors, la requête commune déposée en Suisse, soit on a un accord complet, donc on dépose une requête commune avec accord complet, et là l'avocat n'est pas obligatoire, soit on est d'accord sur le principe du divorce, mais on n'est pas d'accord sur ses conséquences. Là, on dépose une requête commune avec accord partiel ou pas du tout d'accord. Et donc, dans ce cadre-là, l'avocat sera fortement conseillé et obligatoire. Sinon, on peut également déposer une requête unilatérale. Ça, c'est le cas où, en fait, un des époux veut divorcer, mais l'autre refuse de divorcer. Donc, on n'est pas d'accord sur le principe du divorce, et en général, si on n'est pas d'accord sur le principe du divorce, on n'est pas d'accord sur ses conséquences. Donc, dans ce cadre-là, le juge va recevoir les deux époux et va voir si effectivement le principe du divorce est acquis. Il essaiera ensuite de concilier les époux. S'il n'y a pas de conciliation possible, alors le divorce part en procédure contradictoire. Et à tout moment de la procédure, les époux peuvent demander à ce que des mesures provisoires, comme c'est le cas en France,
soit décidée par le juge pour faciliter la période de séparation jusqu'au divorce définitif. Donc, dans les deux cas, que vous soyez en France ou en Suisse, vous avez toujours la possibilité de dévier vers une voie amiable. Vous avez la possibilité de faire une médiation, qui est quand même très fort conseillée, et vous avez la possibilité aussi de trouver un accord par d'autres voies. La différence entre la Suisse et la France, c'est qu'en Suisse, l'accord devra toujours être homologué par le juge. En France, l'accord devra être homologué par le juge s'il a été saisi dans le cadre de l'assignation en divorce, donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans la deuxième phase du divorce. Si vous êtes au stade des mesures provisoires, vous avez toujours la possibilité de basculer en consentement mutuel sans juge, qui est une procédure facilitée et beaucoup plus courte que je vous expliquerai tout à l'heure. Alors ensuite, sur les conséquences du divorce. On va voir que entre la France et la Suisse, les conséquences du divorce sont quand même pas toujours les mêmes et que du coup, le juge que vous allez va être extrêmement important. Donc en France, vous avez 4 divorces, 4 possibilités de divorce. Soit le divorce pour faute, donc c'est-à-dire que l'un des époux a commis une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. C'est notamment le cas, par exemple, de violence, d'adultère, ou le fait de quitter le domicile conjugal sans plus jamais donner de nouvelles. Ça constitue une faute au sens du code civil. Vous avez aussi la possibilité de divorcer si vous êtes séparés depuis 2 ans au moins. Donc il faut qu'il y ait une rupture entre les époux, aussi bien au niveau de la cohabitation, donc que vous n'habitiez plus ensemble depuis 2 ans, mais surtout que vous ne collaboriez plus ensemble depuis 2 ans. Enfin, vous avez ce qu'on appelle le divorce accepté. Donc le divorce accepté, c'est quoi? C'est quand les deux époux acceptent tous les deux de divorcer sans prendre en considération les faits à l'origine de leur séparation. Donc très souvent, le divorce accepté se manifestera par un procès-verbal qui sera signé à l'issue de l'audience de non-conciliation. Et enfin, vous avez le divorce par consentement mutuel. Et comme je vous l'explique, comme je vous l'expliquais, j'y reviendrai plus tard. En Suisse, c'est bien différent puisqu'il n'y a pas de divorce pour faute. C'est extrêmement important puisque ça signifie que les faits à l'origine de la rupture des époux n'ont absolument aucune conséquence sur le divorce. C'est-à-dire que le juge n'en tiendra jamais compte. Donc, s'il y a un adultère, s'il y a un des époux qui est parti, le juge s'en fiche. Donc, il ne prend pas en compte, alors qu'en France, ça peut constituer une faute. Donc, du coup, vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, le divorce pour requête commune, donc les deux époux sont d'accord. Et ensuite, vous avez la requête unilatérale après suspension de la vie commune. Il faut, comme en France, une séparation de 2 ans. Ou vous avez aussi la requête unilatérale avec rupture du lien conjugal. Et là, il faut des motifs sérieux rendant intolérable la continuation du mariage. Mais ce n'est pas une faute, c'est différent du divorce pour faute en France. C'est par exemple si un des époux est sous tutelle ou s'il y a vraiment des violences graves. Donc voilà, ça c'est une autre cause du divorce en Suisse. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de divorce pour faute en Suisse. Ensuite, sur les conséquences en elles-mêmes du divorce. Vous avez les conséquences entre vous, entre époux, et ensuite vous avez les conséquences à l'égard des enfants. C'est extrêmement important puisque vous déterminez finalement la vie de chacun de vous après le divorce, a posteriori. Tout d'abord sur le nom. Il faut savoir qu'en Suisse, à la différence de la France, l'époux conserve son nom d'époux. Il ne récupère pas son nom célibataire, sauf s'il le souhaite. Alors qu'en France, c'est l'inverse. L'époux doit récupérer son nom de célibataire et ne pourra pas conserver son nom d'époux, sauf s'il a un motif légitime à le faire. Et souvent, c'est parce que, par exemple, il est connu professionnellement sous son nom d'époux, ou que les enfants sont encore petits et qu'ils ont besoin que leurs parents aient le même nom qu'eux. Mais sinon, on voit bien que c'est un point quand même essentiel et bien différent entre les deux pays. Ensuite, sur tout ce qui concerne les compensations financières entre les époux. En France, on a ce qu'on appelle une prestation compensatoire qui vise à compenser la disparité née de la rupture du mariage.
Et le juge va ici prendre en compte les revenus de chacun des époux, les situations de charge de chacun des époux, les métiers de chacun des époux, les droits à la retraite. Il va prendre tout un tas de critères en compte pour déterminer si l'un des époux doit une somme d'argent à l'autre ou non. Donc, par exemple, si l'un des époux s'est arrêté de travailler pour se consacrer aux enfants, pour aider son mari ou sa femme à s'accomplir professionnellement, le juge va considérer qu'alors il faut que l'époux qui a continué à travailler lui verse une prestation compensatoire afin de compenser la disparité qui naît de la rupture du mariage. Cette somme peut être un capital, donc c'est-à-dire par exemple vous êtes condamné à payer 100 000 euros, vous devez le verser tout de suite, ou ça peut être une rente échelonnée, vous payez 10 000 euros par mois pendant, je ne sais pas, 10 mois par exemple. Cette rente est limitée à 8 ans. On ne peut pas payer au-delà de 8 ans une somme à son ancien ou à son ancienne épouse. En Suisse, c'est différent. Il y a ce qu'on appelle une contribution équitable. Là aussi, le juge prend des critères en compte pour déterminer si l'un ou l'autre des époux doit une somme à son épouse ou à son époux. Les critères sont quand même sensiblement les mêmes, mais les modalités d'exécution de la contribution ne sont pas les mêmes, puisque en Suisse, la limitation de durée est possible, mais n'est pas obligatoire comme en France. Donc là, c'est quand même une différence qui est assez essentielle. Ensuite, en Suisse, on a ce qu'on appelle une contribution extraordinaire. Et là, c'est une contribution qui est encore différente de la contribution équitable. C'est une somme que devra verser l'un ou l'autre des époux si son époux ou son épouse a contribué de manière exceptionnelle à son accomplissement professionnel ou à l'éducation des enfants. Donc là, c'est vraiment dans des situations plutôt rares et on le rencontre quand même très peu souvent. Mais c'était quand même important de le mentionner. Alors, ensuite, on a ce qu'on appelle la prévoyance professionnelle. C'est là le point clé de différence entre la France et la Suisse. Puisque en France, on ne connaît pas cette notion de prévoyance professionnelle, alors qu'en Suisse, elle est essentielle. C'est ce qu'on appelle le deuxième pilier en Suisse. En France, la prévoyance professionnelle, le juge n'en tient pas compte. Le divorce n'a aucune incidence sur la prévoyance professionnelle. Chacun conserve les droits qu'il a personnellement acquis. Néanmoins, le juge français peut le prendre en compte pour le calcul de la prestation compensatoire. Et c'est simplement un élément de la prestation compensatoire, alors qu'en Suisse, c'est une conséquence à elle toute seule. En Suisse, le juge va automatiquement partager tous les avoirs de prévoyance professionnelle. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, votre époux n'a jamais travaillé, vous avez cotisé pendant 30 ans, ben, le juge va se dire, OK, vous avez cotisé pendant 30 ans, vous avez tant d'avoirs professionnels, je les prends et je les divise par deux et je donne la moitié à votre époux. Donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est-à-dire que si vous saisissez le juge français, il ne partagera jamais vos avoirs de prévoyance professionnelle, alors que le juge suisse le fera automatiquement. Si vous êtes dans le cadre d'un accord amiable en Suisse, le juge, vous n'êtes pas obligé de prévoir ce partage. Néanmoins, vu que votre convention est homologuée par le juge, il reviendra au juge de vérifier que ça ne crée pas trop d'inégalités entre les époux. Donc, il y a quand même, on peut quand même y déroger, mais on a toujours ce petit filet de secours qui est le juge qui vérifie qu'il n'y a pas d'inégalité. Donc ce point est extrêmement important si vous saisissez le juge français ou si vous saisissez le juge suisse. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais travaillé, par exemple, ou très peu, vous avez quand même tout intérêt à saisir le juge suisse. Ensuite, concernant maintenant tout ce qui relève des enfants, donc concernant l'autorité parentale. L'autorité parentale, c'est d'abord tout ce qui relève de que les parents vont décider pour les enfants dans la jour du choix d'une école, ou par exemple des activités extrascolaires, ou de faire un passeport, en fait du quotidien des parents et des enfants. Donc, dans les deux cas, en France et en Suisse, le divorce n'a pas d'incidence sur l'autorité parentale. Chacun des parents conserve son autorité parentale envers ses enfants. Néanmoins, la petite différence, c'est qu'en France,
cette autorité parentale ne peut quasiment jamais être retirée. Ou alors il faut des cas extrêmement graves, donc par exemple des sévices sexuels sur un enfant, donc on voit que c'est quand même très très rare. Alors qu'en Suisse, les époux peuvent s'accorder sur le fait qu'un des parents n'exercera plus son autorité parentale. C'est quand même un point qui est assez différent entre les deux pays. Ensuite, concernant la résidence de l'enfant, donc qui est une conséquence même et directe de l'autorité parentale, il faut savoir qu'en France, les juges sont quand même très en faveur de la résidence alternée et de plus en plus, et ils sont très protecteurs des droits du père. Aujourd'hui, la plupart des magistrats, surtout les jeunes qui arrivent, etc., vont considérer qu'un enfant doit voir autant son père que sa mère. Sauf évidemment dans le cas où les enfants sont extrêmement jeunes, qui sont âgés seulement de quelques mois, voire quelques années. Mais de manière générale, quand même, il faut savoir que le juge est quand même très très favorable à cette résidence alterne. Alors qu'en Suisse, c'est tout l'inverse. Le système suisse est plutôt conservateur et les juges refusent systématiquement la résidence alternée si l'un des deux parents n'est pas d'accord. Et ils vont avoir tendance également à favoriser la mère. Donc c'est vrai que là aussi, le choix du juge que l'on saisit est important. Donc vous verrez, néanmoins, il faut quand même faire extrêmement attention parce que la résidence alternée en France n'est pas non plus automatique. Donc il ne faut pas se dire je saisis en France, le juge français compétent, j'aurai ma résidence alternée. C'est pas forcément automatique. Mais il faut bien y réfléchir quand on saisit un juge et il faut bien se rendre compte que la Suisse est quand même plutôt un pays conservateur à ce niveau-là et plutôt pro-mère, alors qu'en France, on est plutôt pro-père. Enfin, sur les conséquences financières, excusez-moi, sur les conséquences financières, globalement, la situation est plus ou moins la même qu'on soit en France ou en Suisse. Les juges, français ou suisses, vont prendre en considération les revenus et les charges de chacun des époux et les besoins de l'enfant. Et en fonction de ça, ils vont fixer la pension alimentaire que devra un des parents à l'autre époux. Ensuite, on peut se demander comment anticiper justement les difficultés qui peuvent naître d'un divorce à l'international. On peut se dire, mince, je suis français, je vis dans un autre pays, comment faire pour stabiliser ma situation? Donc tout d'abord, on peut rédiger un contrat de mariage. Et très 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 clairement, et on le voit aujourd'hui beaucoup dans les divorces que l'on traite, il faut absolument conclure un contrat de mariage. C'est extrêmement important, puisque ce contrat de mariage va permettre de déterminer la loi applicable à vos biens. Donc si par exemple, c'est vraiment important parce que par exemple, si vous vous mariez en France, que vous ne faites pas de contrat de mariage et que vous résidez en France, votre première résidence est en France, vous serez marié sous la communauté réduite aux acquis. Alors qu'en Suisse, le régime légal est la participation d'acquis, qui est un régime différent. Dans d'autres pays, donc là c'est vrai qu'on est dans le cadre franco-suisse, mais je ne sais pas si vous êtes amené à bouger, mais dans d'autres pays, par exemple, le régime légal est la séparation de biens. Donc nous, on a vu des personnes qui pensaient être mariées en séparation de biens, donc c'est-à-dire ils pensaient que chacun avait ses biens, donc voilà, chacun gardait ses biens. Et en fait, ils se rendaient compte le jour de leur divorce qu'ils étaient en communauté de biens, donc que tout était partagé. Donc c'est extrêmement important de bien sécuriser ce point-là et de conclure un contrat de mariage. Donc en France, vous pouvez conclure un contrat de mariage chez un notaire français et si vous êtes à l'étranger, vous pouvez aussi le faire au consulat. Vous avez une seconde possibilité qui est la déclaration de loi applicable chez le notaire. Là, en fait, c'est un petit contrat, par exemple, où vous estimez que la loi française sera applicable à votre régime matrimonial ou que la loi suisse le sera. Donc ça aussi, vous avez la possibilité de le faire et ça permet quand même de sécuriser un minimum tout ce qui concerne vos biens, vos avoirs, etc. Ensuite, je voulais faire un petit focus sur le divorce par consentement mutuel sans juge, parce que c'est une nouveauté en France, enfin une nouveauté, plus si nouvelle que ça puisqu'elle a déjà 2 ans, mais c'est quelque chose qu'on connaît aujourd'hui en France, donc qui est finalement le fait de divorcer sans passer par un juge.
Donc c'est vrai que ça facilite quand même les choses dans la mesure où très souvent les délais, devant les juridictions sont extrêmement longs et des époux, par exemple, ont pu être divorcés au bout de 5 voire 6 ans, voire 7 ans. C'est très, très, très long et parfois c'est vraiment épuisant psychologiquement. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que ça permet finalement à chaque époux d'avoir son propre avocat. Donc les 2 époux doivent avoir un avocat différent puisque chaque avocat est garant des droits et du respect des droits de son client. Donc chaque époux a son avocat, les 2 avocats discutent, essaient de se mettre d'accord, les époux aussi, et on arrive à un consentement, on arrive à être d'accord sur les mesures qui sont prises, aussi bien pour les enfants que sur les époux. Et en fait, on met sur le papier tous ces accords au sein d'une convention de divorce par consentement mutuel. Et cette convention de divorce est contresignée par son avocat, puis déposée au rang des minutes d'un notaire. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, c'est quand même plus rapide et surtout, c'est beaucoup moins coûteux puisque parfois on a des cas où en 3-4 mois, ouais, 4-6 mois, on est divorcé. Donc ça va quand même beaucoup, beaucoup plus vite et c'est quand même un soulagement assez important pour les époux. Donc on se demande aussi, est-ce que ce divorce est compatible avec une résidence en Suisse? Parce que le risque, c'est que vu qu'on ne passe pas par un juge, certains pays ne reconnaissent pas euh, les divorces qui ne sont pas décidés par un juge. Donc ne reconnaissent pas, entre guillemets, les divorces privés. Donc je me suis renseignée quand même auprès du consulat de Suisse à plusieurs reprises et on m'a confirmé qu'aujourd'hui, le divorce a toujours été reconnu. C'est-à-dire qu'il a été transcrit sur les actes d'état civil suisse et que vous, en tant que citoyen suisse, par exemple, vous pouvez vous prévaloir de votre convention de divorce en Suisse. Donc après, c'est vrai qu'au consulat, on m'a quand même indiqué, il faut faire attention parce que dans certains cantons qui sont quand même peut-être plus conservateurs que d'autres, on n'a pas encore eu de réponse, donc on n'est quand même pas très sûr. Donc aujourd'hui, c'est vrai que dans le doute, nous, on conseille plutôt soit de saisir le juge français et de passer par une procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture, qui est quand même une procédure beaucoup plus rapide, soit éventuellement faire une requête commune avec accord complet en Suisse. Alors là, je pense que ce sera vraiment plus rapide puisque la présence de l'avocat n'est pas obligatoire. Et en plus, ça peut être quand même ça peut aller plutôt vite. Néanmoins, c'est vrai que je ne dis pas ça parce que nous sommes avocats, mais c'est vrai qu'on conseille quand même de manière générale, quand des époux ont un accord, de toujours se renseigner auprès d'un avocat, parce que la manière dont est rédigé l'accord, ou par exemple certaines conséquences auxquelles on n'a pas forcément pensé, eh ben, si c'est pas rédigé par un avocat, on peut se retrouver quelques années plus tard totalement bloqué ou avec un époux qui saisit le juge parce que la situation a changé et vu qu'on n'a pas très bien sécurisé notre accord parce qu'il n'est pas très bien rédigé, eh ben, on se rend compte avec on se retrouve avec des énormes difficultés. Donc c'est vrai qu'on conseille quand même toujours de faire appel à un avocat. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu un peu à quelques-unes de vos interrogations. Donc, je vous rappelle simplement que si vous avez des questions qui sont plutôt très personnelles à vous et pas des questions d'ordre général, envoyez-nous plutôt un mail. Comme ça nous permet aussi de faire des recherches plus poussées et de vous faire une réponse plus complète. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur les adresses mail que je vous ai mis dans le chat. Alors, concernant vos premières questions sur la possibilité de recevoir la présentation, évidemment, donc comme je le disais au début de la présentation, elle vous sera envoyée par mail demain, donc elle sera disponible et vous pourrez la consulter. Après, comme je vous le dis, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter, il n'y a aucune difficulté et aucun souci. Alors, dans le cas d'un couple français marié sous le régime de la communauté des biens sans contrat, l'un restait en France, l'autre résident en Suisse. Le deuxième pilier du résident suisse est-il soumis aux impôts et frais de notaire français?
Alors, du coup, ça, en fait, ça dépend si vous saisissez le juge français ou le juge suisse, parce que si vous saisissez le juge en France, il ne pourra pas du tout se prononcer sur la question du deuxième pilier. Donc ça, a priori, non. Et nous, par exemple, même en France, on ne peut pas faire partage des frais de retraite, donc vous ne serez pas du tout soumis aux frais de notaire français. Alors bonjour Sylvie. Alors du coup, si vous n'habitez pas en France avec votre époux, mais que vous voulez saisir le juge français, alors il faudra vous adresser au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, parce qu'en fait, quand les deux époux ne résident pas en France, mais qui peuvent quand même saisir le juge français, il faut qu'ils saisissent le tribunal qui est le plus pratique d'accès, et en général, c'est le tribunal de grande instance de Paris dans la mesure où c'est là où où il y a les aéroports internationaux, les gares, etc. Après, c'est vrai que si vous êtes à la frontière avec la France, vous pouvez aussi saisir le juge français à la frontière, puisque pour vous, ce sera plus facile d'accès. Alors, donc, bonjour Chris. Donc, dans le cas où les deux époux sont d'accord sur l'idée du divorce, mais il y a au final peu de différence entre les lois françaises et suisses, oui. Bah, du coup, si vous êtes tous les deux d'accord sur l'idée du divorce et que finalement il y a peu de différence, moi je vous conseille de saisir le juge qui est le plus facile d'accès pour vous. Donc, c'est-à-dire que si vous habitez en Suisse, autant saisir le juge suisse, et si vous habitez en France, autant saisir le juge français. Après, ça dépend ce sur quoi vous êtes mis d'accord pour les enfants, parce que si vous n'êtes pas du tout d'accord sur les enfants et que, par exemple, vous souhaitez une résidence alternée, vous avez quand même plutôt intérêt à saisir le juge français. euh, qui pourra, lui, décider une résidence alternée, alors que le juge suisse, il ne sera pas favorable, sauf si vous êtes d'accord dessus. Alors bonjour Catherine, donc vous avez toujours la possibilité de faire un contrat de mariage quand vous voulez. Donc c'est-à-dire que même si vous ne l'avez pas fait avant de vous marier, vous pouvez ensuite le faire pendant le mariage. Donc en France, le fait de changer de régime matrimonial et de conclure un contrat de mariage est soumis à des conditions assez strictes. Et notamment, si vous avez des enfants mineurs, le contrat de mariage doit être homologué par le juge français. Mais vous avez tout à fait le droit de le conclure pendant votre mariage et vous avez même le droit de mettre dans votre contrat de mariage que ce sera à titre rétroactif. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes marié sous le régime de la communauté, mais qu'en cours de mariage, vous voulez vous marier sous le régime de la séparation de biens, vous avez tout à fait le droit de dire que c'est à titre rétroactif. Alors, bonjour Béatrice. Je suis mariée en France et ensuite je viens juste d'apprendre que je suis toujours enregistrée mariée en France. Comment faire valider mon divorce en France? Alors, oui, donc Béatrice, vous posez une question qui est extrêmement importante. Donc, pour faire valider votre divorce en France, il faut que vous adressiez votre jugement de divorce suisse au registre d'état civil qui est à Nantes, ou alors à la mairie de mariage qui vous a marié si elle se trouve en France. Donc, normalement, vous avez toutes les informations, il me semble, sur le site de l'ambassade de Suisse en France, qui vous met justement tous les documents que vous devez joindre à votre demande, puisqu'en fait, il faut que vous fassiez transcrire votre divorce sur votre acte d'état civil français. Donc, si vous êtes marié en France, il faudra s'adresser à la mairie de votre lieu de mariage. Si vous êtes marié en Suisse mais que vous êtes française, il faudra vous adresser au registre d'état civil de Nantes. Alors ensuite, Sylvie, si je saisis le juge en Suisse, est-ce que la garde a une chance d'avoir... Ah oui, est-ce que peut-être votre époux ou est-ce que vous... Alors si vous me dites est-ce que votre époux a une chance d'avoir la garde des enfants, euh, comme je vous le disais, c'est vrai que le juge suisse est quand même plutôt pro-mère.
Donc, il y a quand même plus de chances que la résidence des enfants vous soit attribuée. Après, évidemment, il y a quand même des situations où, si par exemple, la mère n'a pas du tout le temps de s'occuper des enfants, qu'elle a un emploi, qui est très prenant, qu'elle est très peu disponible, il se peut que les enfants, que la garde des enfants soit attribuée au papa. Donc, voilà, je vous dis que le juge suisse est quand même plutôt pro-mère, et je ne peux pas vous assurer à 100% que vous obtiendrez la garde de vos enfants. Alors, quel juge au TGI de Paris faut-il saisir? Alors, il faut toujours saisir le juge aux affaires familiales. Il est toujours compétent. Donc, c'est le juge aux affaires familiales du TGI de Paris. Alors, lorsqu'une procédure commencée en Suisse mais qui n'avance pas pendant plusieurs années, est-il possible de démarrer une procédure en France? Les deux conjoints sont français résidant en Suisse. Alors, malheureusement, non, vous n'avez pas de possibilité de. En fait, si un juge a déjà été saisi, c'est ce juge qui restera fixe, qui restera saisi de votre divorce jusqu'au bout. Alors, sauf si, par extraordinaire, vous avez trouvé un accord avec votre épouse. Alors là, effectivement, vous pouvez éventuellement vous désengager, entre guillemets, votre procédure en Suisse et saisir le juge français. Mais de ce que je comprends de votre situation, c'est qu'aucun accord n'a été trouvé et que la procédure dure. Et là, malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas du tout saisir le juge en France puisque le premier juge saisi est compétent et le restera jusqu'au bout. Alors, en revanche, je suis désolée si je ne peux pas répondre à toutes vos questions. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail parce que c'est vrai que j'ai pas le temps de toutes les lire. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si j'ai pas eu le temps de répondre à vos questions. Donc, alors, en droit suisse, le jugement, l'accord peut-il prévoir une compensation financière pour l'époux inactif, même si c'est précisément celui qui demande le divorce? Alors, bonjour, bonsoir. Alors, évidemment, vous n'avez absolument, enfin, le fait que vous demandiez le divorce n'a absolument aucune incidence sur la compensation financière, puisque les éléments à prendre en compte pour la compensation financière sont d'ordre financier. Donc, c'est plutôt vos revenus, vos charges, votre emploi, ou est-ce que vous avez fait des sacrifices durant votre vie conjugale, etc. Donc, bien sûr, même si vous demandez le divorce, il n'y a, enfin, vous avez tout à fait le droit d'avoir une compensation financière. Les deux ne sont absolument pas liés, et ce d'autant plus qu'en Suisse, le divorce pour faute n'existe pas. Donc la faute n'a absolument aucune incidence. Donc ne vous inquiétez pas sur ça. Alors, je travaille dorénavant à Paris et ma femme est toujours à Genève avec les enfants. Quelle chance d'obtenir la garde des enfants à Paris? Alors bonjour, alors Sylvain Briens. Alors Sylvain, j'ai pas envie d'être trop pessimiste, mais c'est vrai que là, c'est un peu compliqué. Si les enfants sont à Genève, euh, les juges sont quand même si vous saisissez le juge en France et que le juge en France s'estime compétent pour tout ce qui concerne les enfants par prorogation de compétences, c'est vrai qu'il y a peu de chances qu'il vous donne la garde si, par exemple, les enfants ont toujours vécu à Genève, s'ils y sont scolarisés depuis plusieurs années. Donc, après, ça dépend de la situation de chacun des parents. Si, par exemple, votre épouse s'est montrée violente envers les enfants, ou si elle travaille énormément et qu'elle ne peut pas s'en occuper, alors là, vous avez tout à fait une chance d'avoir la garde des enfants. Mais si vous êtes dans une situation plutôt classique, où chacun des époux travaille raisonnablement et que les enfants ont toujours vécu à Genève, c'est vrai que les juges sont assez frileux par rapport à ça et n'aiment pas trop changer les enfants de leur cadre habituel, surtout si tout se passe bien. Alors, du coup, quels sont les risques d'un divorce suisse non transcrit en France? Alors, les risques d'un divorce suisse non transcrit en France, c'est que finalement, vous ne puissiez pas vous remarier, par exemple. Donc, du coup, ça peut être un peu embêtant. Mais de toute façon, enfin, il faut absolument que vous fassiez transcrire, hein. Franchement, c'est gratuit. Vous trouvez toutes les informations sur le site de l'ambassade où ils vous donnent justement toutes les pièces qu'il faut envoyer au bon service d'état civil. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça vous pouvez le faire vous-même et ça évite quand même quelques petites difficultés parce que
les difficultés, comme je vous dis, c'est que vous ne pouvez pas forcément vous remarier puisque sur votre acte d'état civil, il n'y aura pas écrit que vous êtes divorcé. Et en plus, si vous voulez faire exécuter votre jugement en France, s'il n'est pas transcrit, il peut ne pas être reconnu par les autorités. Donc ça, c'est dommage. C'est quelque chose qui se fait rapidement et gratuitement, donc n'hésitez pas à le faire. Alors, ah oui, Sylvain, vous avez posé une question juste avant. Alors, je ne la vois pas. Hmm. Alors, employés aux Nations Unies, nous n'avons pas de deuxième pilier, mais cotisons pour une caisse de retraite privée de l'ONU. Ce fonds de retraite sera-t-il considéré comme deuxième pilier par un juge suisse? Alors, très honnêtement, je ne suis pas avocat suisse, donc c'est vrai que moi, je connais très bien le droit français, je connais le droit suisse aussi, mais pas en détail, donc je ne peux pas répondre de manière certaine à votre question. Mais si, imaginons que le juge suisse ne considère pas vos droits comme faisant partie du deuxième pilier, il a la possibilité de, de faire ce qu'on appelle une compensation. Donc, c'est-à-dire que s'il ne peut pas partager les droits à la retraite des époux, il peut donner une compensation financière à la place à l'époux qui a le moins travaillé, par exemple. Donc, dans tous les cas, si le juge suisse est saisi et qu'il ne peut pas partager vos fonds de retraite, il a quand même la possibilité d'accorder une pension à celui qui ne peut pas bénéficier de ce partage. Donc voilà, même s'il ne peut pas le faire, c'est qu'il a quand même une possibilité autre qui lui est accordée. Alors, une ordonnance de non-conciliation a été émise à Bourg-en-Bresse, mais pleine d'erreurs de saisie matérielle, chiffre erroné, nanana. D'accord. J'ai fait un recours à Lyon. Quel est le délai? Ah, alors, les délais par rapport à une procédure d'appel, ça dépend des juridictions, mais nous, par exemple, quand on est à Paris, donc, puisque moi je suis avocat à Paris, on a des délais qui peuvent aller jusqu'à 3 ans. Donc ça, c'est quand même extrêmement difficile pour les personnes. Mais ça m'étonne que vous n'ayez pas fait une requête en rectification d'erreurs matérielles, puisque si c'est vraiment des petites erreurs matérielles, ça, le juge qui a rendu la décision peut le faire tout de suite, hein. Donc c'est vrai que c'est plus rapide. Ah, nous l'avons fait, mais pas de réponse. Ah bah alors ça, par contre, c'est étonnant. Il faudrait peut-être contacter le greffe, appeler le greffier, parce que ça, en général, c'est quand même plutôt rapide. Mais c'est vrai que les délais d'appel sont quand même assez longs. Alors, par rapport à Lyon, je peux pas du tout vous dire avec certitude quels sont les délais, mais je pense qu'il faut au moins compter entre 1 et 3 ans, mais bon, 3 ans pour être pessimiste et 1 an en étant optimiste, on va dire. Alors, alors ça, j'ai déjà répondu. Ouais. Alors sinon, je suis divorcée depuis septembre 2018 à Zurich. Je suis française et mon mari allemand. Il habite à Vienne en Autriche et moi à Zurich. Nous nous sommes mariés en Suisse il y a 10 ans. Puis-je retourner en France avec mon fils et garder les conditions du divorce prononcé en Suisse? De plus, mon mari va être au chômage dans quelques mois. A-t-il le droit de me payer mon niveau de la pension sans preuve de son licenciement? Alors, Candide, euh, déjà, vous me posez une première question par rapport au fait que enfin, vous voulez savoir si votre décision suisse peut être appliquée en France par rapport aux enfants. Donc, bien sûr, votre décision suisse a force exécutoire en France si vous avez procédé à sa transcription. Donc ça, il n'y a aucune difficulté. Néanmoins, si vous déménagez et que vous avez la garde des enfants, il faut obligatoirement prévenir le père de ce déménagement et même presque lui demander son accord. Parce que sinon, un juge peut considérer que c'est un enlèvement d'enfant. Donc, il faut que vous informiez votre époux de votre déménagement potentiel et du fait que vous reveniez en France. Ensuite, concernant la contribution du père, donc vous me dites qu'il vous verse quelque chose, qu'il est actuellement, donc là, qui va être au chômage. Est-ce qu'il peut vous verser moins? Donc normalement, en l'absence de décision de justice, il n'a pas le droit de vous verser moins de son propre chef. S'il veut vous verser moins parce qu'il a été licencié et qu'il n'a plus les moyens, il faut qu'il saisisse de nouveau le juge en disant qu'il existe un élément nouveau et alors qu'il demande à ce que la contribution soit revue à la baisse. Mais tant qu'il n'a pas saisi le juge, il doit vous verser ce qui est écrit dans le jugement. Donc ne vous inquiétez pas pour ça.
Donc voilà, donc si j'ai pas pu voir toutes vos questions, vraiment n'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, à m'envoyer un mail parce que c'est vrai que j'ai peut-être pu en louper et je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Donc merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis pour le webinaire. Et je vous rappelle que tout ça vous sera envoyé, donc cette présentation vous sera envoyée demain par mail, donc vous la recevrez. Et mon contact est donc sur le chat, en tout début de chat. Donc je vous souhaite une très bonne soirée.